Votre invitée Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, auteure de cet ouvrage En marche vers l'immobilisme. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Un ouvrage pour le moins tranché, on a plutôt l'impression que vous êtes ancré véritablement dans la déception. À vous lire, on est loin, très loin de la transformation promise par Emmanuel Macron. Les termes ubuesques, absurdes apparaissent comme une ponctuation quand on lit véritablement votre ouvrage. On attendait un bouleversement, à croire que 18 mois après, c'est le syndrome de la réformette qui guette. En fait, on fait du vieux aux allures de neuf. Tout est dans la communication aux allures de neuf. Alors écoutez, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'attentes en 2017 pour avoir des réformes, et des réformes qui n'étaient même pas des réformes, c'est-à-dire la transformation du modèle. C'est ça que le président de la République nous a expliqué en congrès à Versailles. Là, on voit les images juste derrière nous. C'était l'idée, nous, on ne va pas réformer, on va transformer, ce sera très différent. Et la transformation du modèle, c'est quoi quand on y réfléchit ? C'est un État qui travaille sur ses missions premières, c'est-à-dire sur la sécurité, sur le budget, sur bien sûr tout ce qui est défense, tout ce qui est régalien en fait. Oui, tout à fait. Et puis ce sont des collectivités locales qui sont valorisées aussi et responsables de leur mission locale, avec des vraies missions qu'elles gèrent d'un bout à l'autre. C'est pas du tout le cas encore en France et puis il y a ce clivage justement avec les collectivités entre le sommet de l'État et les collectivités. Oui, parce qu'on est tombé tout de suite dans des considérations avec la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, qui n'était pas du tout nécessaire. Ça a braqué tout le monde et vraiment aussi à juste titre, parce qu'on n'est pas du tout dans la réorganisation des missions publiques. C'est ça la mère de toutes les batailles, parce que la France est le pays le plus taxé, c'est le pays qui dépense le plus, et donc c'est la réorganisation, la transformation, c'est ça que nous a vendu le président de la République avec son gouvernement. Eh bien, on ne la voit pas venir. On ne voit pas venir non plus une réforme de la sécurité sociale dont on comprend où elle va. Alors, il y a plein de trucs. On nous annonce l'universalité de l'assurance chômage et puis finalement on tombe dans une mini-réformette parce que ça va coûter trop cher. Évidemment, c'était sûr depuis le début. On tombe sur, par exemple, le remboursement des prothèses, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait, on va devoir payer des complémentaires santé plus chers pour pouvoir payer. Quand on enlève d'un côté, il faut bien rééquilibrer de l'autre. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est à 56% de dépenses publiques par rapport au PIB. Alors, c'est gigantesque, il faut le financer. Si on ne baisse pas cette dépense, en face, vous pourrez faire toutes les promesses que vous voulez, que ce soit ce gouvernement ou les gouvernements d'avant, ou les gouvernements suivants, s'ils ne prennent pas plus le taureau par les cornes, eh bien, on sera toujours sur l'idée qu'on baisse d'un côté la fiscalité, on la monte de l'autre. Et c'est exactement le piège dans lequel est en train de tomber le gouvernement, peut-être un peu malgré lui, et c'est aussi pour ça que j'ai sorti ce livre, pour dire attention, parce que finalement, les impôts, ils ne baissent pas. Oui, finalement, on s'inscrit dans une continuité, c'est ça, dans une continuité d'un système et pas de transformation. On va y revenir bientôt sur la fiscalité. Je voulais revenir avec vous sur cette annonce, sur ce qu'on attend aujourd'hui du côté de la réforme de l'État. C'est peut-être ce qu'on attendait ou pas. Les syndicats de fonctionnaires sont déjà vent debout avec ces annonces amorcées hier soir par Gérald Darmanin. Avec cette agence de reconversion pour les fonctionnaires, il faudra supprimer 50 000 postes à l'horizon 2022. Bon, on a commencé petitement, mais il y a aussi cette question de la gestion par la contractualisation. Est-ce que c'est ce qu'il fallait engager? Est-ce que c'est encore une réformette? Est-ce que vraiment il y a à attendre de cette réforme de l'État? Alors, ces annonces sont très très intéressantes parce que, revenons il y a quelques mois, Édouard Philippe nous avait fait un peu les mêmes annonces en disant on va contractualiser plus, on va permettre un plan de départ volontaire, etc. etc. Et puis derrière, il ne s'était rien passé. C'est vrai, on peut nous répondre qu'on est en négociation entre les syndicats et le gouvernement sur toutes ces questions. C'est plutôt une consultation d'ailleurs qu'une négociation. Et donc, ce serait pour ça peut-être que rien n'est encore sorti. Mais le temps presse parce que la réforme de l'État, c'est quelque chose qui donne des résultats au bout de 2-3 ans. Donc, vous voyez qu'on est déjà quasiment à 2 ans. Voilà. Et donc, après, il va rester combien de temps pour mettre en place cette réforme de l'État? Et on se souvient du rapport CAP 2022 qu'on a mis de côté, qu'il a fallu divulguer. Alors là, il y avait soi-disant énormément d'économies dedans. Nous, on l'a lu en grand détail avec l'équipe de la Fondation IFRAP et on s'est rendu compte que sur les 30 milliards d'économies soi-disant annoncées, il y a 12 milliards d'économies, il y a 9 milliards d'augmentation d'impôts dans la balance. Donc bon, on retombe un peu toujours sur les mêmes recettes. Et là, le ministre nous annonce à juste titre qu'il faut contractualiser plus. Mais je vous donne un chiffre. Par exemple, dans les collectivités locales, il y a 53% des embauches qui se font sous contrat aujourd'hui, contrat de droit public, pas de droit privé, mais de droit public.
La question, c'est quel va être le niveau de contractualisation qui sera l'objectif gouvernemental. Pour l'instant, à aucun moment, le gouvernement ne nous a dit non, là, je vais pas contractualiser à telle hauteur. C'est-à-dire, est-ce que les contrats vont prendre la place du statut? Moi, c'est ce que je souhaite. C'est-à-dire que dans tous les pays qui nous entourent, que ce soit la Suède, que ce soit le Danemark, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, enfin, tous ces pays-là, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont énormément réduit les statutaires, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi à vie, sur les missions les plus essentielles, les plus régaliennes, voire sur plus aucune mission. Il y a plus de 90% des agents publics en Suède, et pourtant ce n'est pas un pays qui est réputé pour ne pas être un État-providence, au contraire, c'est plutôt un exemple d'État-providence. 90% de ces agents sont des agents sous contrat de droit privé. C'est même pas du droit public, c'est du droit privé. Donc nous, quel va être l'objectif? Est-ce que tous les hôpitaux pourront embaucher en dehors du statut tous leurs agents? Est-ce que les collectivités locales pourront embaucher tous leurs agents en dehors du statut? C'est ce vers quoi il faut aller. Et pour l'instant, on ne sait pas trop non, il y a toujours cette question et ce problème de trajectoire finalement. Oui, mais parce que pour ne pas regarder trop les chiffres du nombre d'agents qui continuent en réalité d'être à peu près stables, il n'y a pas une grosse augmentation, mais il n'y a pas de baisse parce que là, on l'a vu sur le budget 2019 présenté par le gouvernement, on nous annonce un peu plus de 4000 suppressions de postes, mais quand on regarde les maximums d'emplois qui peuvent être embauchés en réalité ministère par ministère, on est à plus 1322. Donc, il n'y a pas de baisse. Il y a une augmentation de la masse salariale. Donc, à un moment, il va falloir baisser véritablement les effectifs. Et comme le gouvernement n'y arrive pas, il passe aussi à des questions de contractualisation. À juste raison, mais il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il faut remonter le temps de travail des agents à 35 heures, voire plus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont en dessous des 35 heures, dans beaucoup de mairies, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de régions. En réalité, les 35 heures ne sont pas effectuées, c'est plutôt 32, 33 heures par semaine. Et pourtant, on paye, nous collectivement, l'ensemble finalement de ceux qui contribuent à la puissance publique, au financement de la puissance publique, c'est-à-dire quasiment tous les citoyens français, paient les agents 35 heures quand ils en font un peu moins. Donc là, il y a une question de temps de travail, il y a une question de statut. Si on passe au contrat, est-ce qu'on passe à des contrats de droit privé pour pouvoir avoir de la mobilité entre secteur public et secteur privé. C'est ça qui réconcilie aussi tout le monde, c'est-à-dire on n'a pas une carrière que dans le public ou une carrière que dans le privé. Il y a de la mixité dans les parcours, c'est ça qu'il faut souhaiter pour l'avenir. Et puis, est-ce qu'on laisse les collectivités, les hôpitaux, est-ce qu'on leur laisse la liberté d'embaucher que des contractuels? C'est là qu'on va rentrer dans un nouveau champ. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à est-ce qu'on va vraiment vers une révolution en la matière, ou est-ce qu'on va... Ça reste encore à préciser Ça reste concrètement. À préciser. Et on voit bien que les syndicats ne sont pas du tout prêts à lâcher du lest là-dessus. Non, du tout. Et dire que les syndicats seraient plus du tout puissants en Macronie, c'est aller un peu vite en besogne. Il y a une autre question qui agite véritablement, c'est la question de la fiscalité. Le temps des baisses d'impôts et cotisations est arrivé, c'est du moins le service après-vente qui a été fait hier dans la presse par Bruno Le Maire dans Le Parisien, Gérald Darmanin dans le JDD, pendant que monte la grogne des automobilistes au rythme de la hausse de la fiscalité sur les carburants. Alors cette fameuse taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, elle progresse. Elle devrait rapporter plus de 13 milliards d'euros en 2018, véritablement c'est bienvenu pour l'exécutif. Et en fait, c'est ça la promesse des habillés Pierre pour habiller Paul, en fait, plutôt que cette baisse d'impôts qui a été promise. Il n'y a pas de création d'impôts, mais il y a toujours plus, finalement, de ces prélèvements. Oui, on est à 1052 milliards d'impôts on a battu le record sur la totalité des prélèvements obligatoires. Et on va arriver à la fin du quinquennat, selon nos estimations de la Fondation IFRAP, à 1180 milliards d'impôts environ. Donc on va continuer d'augmenter véritablement le poids en valeur de la fiscalité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des baisses d'un côté. Il va y avoir ce mois-ci la deuxième étape de baisse de cotisation salariale. On se souvient que c'est la suppression de la cotisation assurance maladie et de la cotisation chômage pour les salariés. Mais de l'autre côté, on sait qu'il y a une augmentation de la CSG. Quand on regarde les chiffres de manière très factuelle,
En réalité, il n'y a pas plus de baisse de cotisation que d'augmentation de la CSG. Je dirais plutôt qu'on a une augmentation de la CSG qui est assez importante dans les recettes. Ces dernières années, on était autour de 90 milliards d'euros de recettes de CSG, si on reprend 2016-2017. Et là, on va arriver à 119 milliards de recettes de CSG en 2019. Donc ça, c'est vraiment une augmentation exponentielle des recettes de cet impôt-là. Après, il y a la TICPE, la taxe sur les carburants dont vous parliez tout à l'heure. Du côté de la TICPE, c'est vrai qu'il y a une augmentation d'environ 2 milliards qui est reconnue par le gouvernement, qui n'est pas encore arrivée, c'est l'année prochaine. Donc, c'est une augmentation supplémentaire qui va avoir lieu par rapport en 2019. Au socle actuel. C'est ça. Et là, on nous dit c'est pour financer la transition énergétique. Mais quand on regarde ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale de la transition énergétique, on ne trouve pas le compte. Finalement, on trouve des évolutions, des augmentations de ce compte. Aujourd'hui, on va arriver à 7,3 milliards. Mais en année 2016, on était à 6,9 milliards. Donc, vous voyez, c'est des augmentations d'une centaine de millions par an, alors qu'on parle de 2 milliards d'augmentation de la fiscalité. Donc, il y a un problème dans la façon... mais ça, ce n'est pas spécifique à ce gouvernement. C'est-à-dire que tous les gouvernements se sont servis de la fiscalité verte pour dire c'est normal, c'est un basculement de la fiscalité, mais finalement, comme il n'y a pas de baisse vraiment réelle de la fiscalité ailleurs, on a toujours une sensation de surfiscalisation. Et le ras-le-bol fiscal n'est pas loin, parce que finalement... Ça ouvre d'autres fronts de contestation. Oui, mais 2017 a été l'année la plus taxée, en réalité. 2018, on est toujours sur un plateau de taxation. On est le pays le plus taxé d'Europe. On peut prendre les choses dans tous les sens. On est passé devant les Danois, qui était le pays qui était reconnu comme le plus fiscalisé jusqu'à maintenant. Donc, voilà, on a 4 points d'écart avec les autres pays. C'est ce que je dis dans mon livre. Je montre les cartes de pourcentage de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse dans tous les pays comparables. La moyenne, c'est 40%. Nous, on est au-delà des 44. On est plutôt entre 44 et 45. Après, il y a des prévisions gouvernementales qui disent que ça va baisser, mais ils ne vont pas nous dire que ça va monter. Donc, voilà. Le problème, c'est que si on veut vraiment baisser la fiscalité, il faut baisser le coût de production de nos services publics. Et donc, il faut revoir les dépenses de masse salariale, il faut revoir les dépenses de fonctionnement de l'ensemble de nos dispositifs publics, et pas que l'État. L'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Parce que, par exemple, pour distribuer les 750 milliards de dépenses de prestations sociales, dedans, il y a les retraites, il y a l'assurance maladie, il y a tout ça. Eh bien, on dépense 10 milliards de plus que les pays en moyenne dans l'Union européenne et 6 milliards de plus par rapport à nos partenaires de la zone euro. Donc, on est vraiment plus cher. Et on est plus cher parce qu'on est mal organisé. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est ce choc de complexité. Quand je dis que c'est ubuesque, que c'est absurde, etc., c'est que d'abord, notre système est compliqué au départ. Oui, on attendait un choc de simplification. En fait, pour vous, ça se résume à un choc de complexité, finalement. Eh bien, chaque fois qu'on réforme, on se demande ensuite comment on va comprendre le système. Par exemple, cette idée de basculer les cotisations sociales vers de la CSG, c'est une idée, mais finalement, on ne sait plus qui finance quoi. Enfin, quelle est la destination de la CSG finalement, qui doit avoir droit au chômage? Et à la fin, on se dit, mais on est perdu dans un système qui devient de plus en plus illisible. C'est comme avec le prélèvement à la source qu'on va avoir à partir de janvier 2019. Du 1er janvier, oui, tout à fait. J'en fais le premier chapitre du livre. Pourquoi? Parce que je considère que, c'est un coût supplémentaire pour les entreprises qui n'a pas vraiment réellement été totalement chiffré ou assumé par le Parlement ou par le gouvernement. C'est un héritage de décennies. Oui, on dit que ça va coûter entre un demi-milliard et 1,5 milliard, mais en réalité, on ne compte pas toutes les difficultés qui vont survenir dans les TPE, les PME, etc. Alors, la mise en place dans les entreprises et la charge qui incombe aux entreprises. Une charge pour les entreprises administratives importante. Et puis derrière, une complexité pour comprendre comment on va récupérer les réductions d'impôts auxquelles on a droit et alors à quelle date et finalement quelles sont les réductions qui vont permettre d'avoir une avance en janvier et comment on va pouvoir contester. La gestion des crédits d'impôt, la contestation. Donc tout ça est extrêmement complexe alors qu'on a besoin de simplicité, qu'on a besoin de penser le moins possible justement à ce poids public qu'on a tous forcément en charge, mais qui ne doit pas être finalement une perte de temps ni pour les entreprises ni pour les citoyens. Et à un moment, quand on est dans une complexité trop importante, c'est aussi une angoisse et c'est aussi un risque pour la croissance.
Merci Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle votre ouvrage En marche vers l'immobilisme chez Albin Michel. Merci d'avoir été Merci à vous. dans Ecorama.